Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus pour cette dernière conférence de l'année de la FMES que nous organisons en partenariat avec l'Université de Toulon, que je remercie de nous accueillir. Aujourd'hui, on va parler d'islam avec deux angles. L'islam en tant que facteur géopolitique dans les relations internationales. L'Europe est bordée de pays qui pratiquent la religion musulmane. Et l'islam au sein de la société française, puisque c'est maintenant une religion française, avec des citoyens qui pratiquent cette religion également. Donc ces deux aspects sont des aspects très intéressants. Et pour en parler, on a avec nous un expert, Hakim El Karoui, alors qu'il a beaucoup de casquettes. Il est essayiste, consultant, entrepreneur social, ancien élève de l'école normale. Il a travaillé avec des personnalités politiques, puisqu'il a été au cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Il a été également conseiller au cabinet de Thierry Breton comme ministre. Donc Jean-Pierre Raffarin, c'était Premier ministre, et Thierry Breton comme ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il a travaillé dans la banque. Il a eu plusieurs vies, et même peut-être simultanément. Il a fondé un cabinet de conseil qui s'appelle Volantia, spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants, surtout sur les enjeux globaux. Il a cofondé et présidé le Club du XXIe siècle, l'Association musulmane pour l'islam de France, l'association Opéra Concordat, qui est dédiée à la concorde religieuse et civile. Enfin, vous voyez, voilà, on a là quelqu'un qui depuis très longtemps réfléchit sur l'islam, l'islam dans la société, l'histoire de l'islam, les relations avec l'islam, que ce soit en France ou ailleurs. Et donc, qui mieux que lui pour nous présenter cette problématique. Merci beaucoup et à tout à l'heure. On va essayer. Bonsoir à tous. Merci Général, merci de votre accueil. Merci de me permettre d'échanger avec vous. Merci pour ce sujet aussi qui n'est pas extraordinairement facile parce qu'il s'agit de lier ce qui se passe à l'étranger, les grandes dynamiques avec ce qui se passe ici. Et puis je pense que ce qui vous intéresse, c'est d'abord ce qui se passe ici, mais pas que. Ouais, comme ça, c'est bon? Ouais. Donc je vais essayer de faire le lien entre des choses qui ont l'air très, très liées, mais qui en fait ne le sont pas forcément autant qu'on croit, notamment parce que la temporalité n'est pas la même. Alors, je vais commencer. Alors, j'ai des slides, certaines sont très compliquées. Ne vous inquiétez pas, je vais les expliquer. Il ne faut pas les regarder, mais ça permet de suivre le raisonnement. Alors, on parle d'islam. En vrai, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'islam, c'est plutôt l'islamisme, c'est-à-dire le projet politique au nom de la religion. Parce que c'est ça qui crée de la perturbation, c'est ça qui crée de l'inquiétude, c'est ça qui crée dans certains cas de la violence. Et puis, c'est ça aussi qu'on a du mal à comprendre. Alors, je vais commencer par essayer d'expliquer ce que c'est vraiment et d'où ça vient. Parce que le fait de considérer que, d'une certaine manière, la religion et l'islam en l'occurrence est la mesure de toute chose, que ça doit organiser, informer un projet politique, organiser les sociétés, ça vient de loin et en même temps ça a un lien assez direct avec notre histoire à nous. Donc le lien, il existe depuis longtemps. Et il faut comprendre l'islamisme. L'islamisme, c'est un grand récit. C'est un grand récit qui explique le monde. Et aujourd'hui, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas des masses. D'abord, nous, on en a un. C'est, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais le récit de la démocratie libérale, le récit de la civilisation occidentale, on va dire. Et puis, il y en a un autre qui est un petit peu différent, qui est lié à l'Occident, qui est aussi politique, mais qui est différent, qui consiste à dire, mais en fait, le libéralisme, il a failli, maintenant, il faut plutôt des projets très, très, très occidentaux, au sens identitaire, mais beaucoup moins libéraux, vous voyez, c'est ce qui se passe en Russie, par exemple.
Vladimir Poutine, il ne fait que parler de christianisme, d'Occident, etc., avec un système politique qui est un petit peu différent. Donc c'est un deuxième récit. Il y a un récit complètement différent qui est aujourd'hui le récit chinois. Alors les Chinois, ils ne veulent pas parler pour le reste de l'humanité. C'est la différence avec les Occidentaux. Ils ne veulent pas que tout le monde devienne à la mesure avec les valeurs, avec les organisations chinoises. Mais ils considèrent que leur récit, il est bien meilleur que le récit occidental. Et puis il y en avait un autre qui était moins civilisationnel, plus politique, c'était le communisme. Le communisme, c'est une vision du monde. L'islamisme, c'est une vision du monde. Tout ça, alors forcément, ça rentre en conflit quand ça se rencontre. Parce que, d'une certaine manière, ça s'inscrit dans le même niveau de projet. Un projet de civilisation, un projet de vision du monde. Les Chinois, pendant longtemps, en fait, on ne les voyait pas parce qu'ils étaient en Chine et puis les Occidentaux, on était loin. Quand il y a eu une rencontre, ça s'est mal passé du point de vue des Chinois parce que les Occidentaux se sont imposés, les traités inégaux, etc. Avec l'islam, ça fait longtemps, par d'un effet de proximité géographique, ça fait longtemps qu'il y a un certain nombre de frottements. Et puis, il y en a eu régulièrement ces derniers temps à cause de l'histoire. Alors, je ne vais pas faire la différence. Dans un cas, il y a la volonté d'émancipation individuelle. Ça, c'est le grand récit occidental, libéral. C'est le récit qui vient des Lumières, où il a fallu s'abstraire de la religion, mais plus que de la religion, faire de l'homme la mesure de toutes choses et organiser sur cette base-là des sociétés, en disant le cœur de notre projet, ça va être la liberté. La liberté vis-à-vis de la religion, la liberté de choisir son destin, la liberté de penser sans entrave, etc. Tout ça, ça vient des Lumières. Chez les musulmans, et notamment chez ceux qui font de leur projet politique, un projet politique fondé sur l'islam, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est, par exemple, les frères musulmans, ils disent le Coran, c'est notre constitution. Et l'islam, c'est la solution. Aujourd'hui, il y a plus grand monde qui dit la Bible, c'est notre constitution en France. Mais regardez aux États-Unis, regardez au Brésil. Plein de gens qui disent, les évangéliques, qui disent la Bible, c'est notre constitution. Donc, il faut faire attention au discours sur le clash. Les chrétiens, les musulmans. En fait, il y a plein de chrétiens qui ressemblent, d'un certain point de vue, à de nombreux musulmans. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une très grande diversité au sein des musulmans. Et une des difficultés, c'est qu'on ne la voit pas pour une raison simple, c'est que, comme toujours, ce sont les militants qui parlent. Compris dans les organisations politiques, vous avez toujours beaucoup plus de militants aux extrêmes que de militants au centre. Regardez, François Bayrou, il a toujours eu du mal à avoir un grand parti. C'est plus facile aujourd'hui pour Jean-Luc Mélenchon de remplir des places, des meetings, etc., ou pour Marine Le Pen, que pour des gens du centre. Chez les musulmans, c'est un peu pareil. C'est-à-dire les militants, ceux qui sont plutôt extrémistes, ils vont avoir plus de succès et surtout, ils vont faire plus de bruit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à imposer aux autres une vision de ce que c'est l'islam, de ce que c'est le bon islam. Parce qu'ils avaient un projet politique global qui était plus qu'un projet religieux. Fondamentalement, c'est quoi? Ça vient d'où? Et ça, je pense que c'est très important parce que souvent, en fait, on ne le voit pas. L'islam est devenu un projet politique. Alors, d'une certaine manière, il l'est depuis le début. La conquête s'est faite au nom de la religion, avec la religion. Les grands empires ont été organisés, structurés par la religion. Mais ce qu'on a vu assez vite, c'est que quand il y a eu des conflits, il y a toujours des gens qui se sont réclamés de l'islam et d'un islam plus littéral, plus littéral, plus intégriste au sens où il voulait être le plus proche de ce qu'on pensait être la vie du prophète. En fait, ça existe depuis très longtemps, y compris d'ailleurs quand il y a eu des conquêtes musulmanes vis-à-vis d'autres musulmans. Par exemple, les Moghols qui venaient d'Asie ont conquis l'empire omeyyade. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des penseurs qui ont dit on a le droit de tuer au nom de l'islam, y compris d'autres musulmans.
ce penseur, il va avoir un rôle très important à notre époque contemporaine, par exemple pour des gens comme Al-Qaïda ou pour des gens comme Daesh. Parce qu'il est venu légitimer le fait qu'il y avait une guerre à l'intérieur de l'islam. Et ça vient du XIVe siècle. Mais plus fondamentalement, plus prosaïquement d'une certaine manière, l'islamisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est né d'un projet qui consistait à proposer une solution alternative à la colonisation. Et c'est pas né dans le monde arabe, c'est né dans le monde indien. C'est né chez les Indiens face à la colonisation britannique. Ça, on l'a complètement oublié parce que d'abord, on croit que l'islam, c'est les Arabes. Vous allez à la Mecque aujourd'hui, vous voyez très bien que les Arabes, c'est 15% des musulmans, parce qu'en fait, l'essentiel des musulmans, aujourd'hui, ils sont asiatiques. L'islamisme, il est né aussi, en fait, plutôt dans le monde indien que dans le monde arabe. Et il s'est développé au 19e siècle, parce qu'au 19e siècle, il y a eu un grand débat. Alors là, je reste sur le monde arabe. Le grand débat, c'était, on a été colonisé. La raison, c'était, on a été faible. La colonisation, c'est quoi? C'est un rapport de force entre une ère civilisationnelle et puis une. Quasiment l'ensemble du monde arabe, pas tous, mais quasiment l'ensemble a été colonisé. Et là, il y a des gens qui ont dit, il y a deux solutions. Le problème, tout le monde était d'accord sur le problème c'était la tradition. Il y avait deux solutions. Il y a ceux qui ont dit, il faut qu'on s'émancipe de la tradition et puis qu'on regarde du côté de l'Occident. 1830, le khedive d'Égypte, qui s'appelait Mehmet Ali, a dit la solution, c'est de se moderniser. C'était déjà la technologie. C'était la fascination pour la technologie occidentale. Atatürk, presque un siècle après, c'est pareil. Le problème, c'est la religion traditionnelle qui nous a empêchés de nous moderniser. Il faut qu'on la contrôle et on va aller à marche forcée, de façon assez autoritaire, vers la modernité. La modernité, c'était la modernité occidentale. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Arabie Saoudite. Le jeune prince Mohammed Ben Salman, lui, il dit, pareil, la religion, c'est un fardeau. Donc, on la met de côté. Ça ne veut pas dire qu'on devient athée, certainement pas, mais on la met de côté comme principe d'organisation et on va inventer à la fois une identité nationale qui n'existait pas en Arabie Saoudite et surtout, on va investir à marche forcée pour être les plus puissants et grâce au pétrole, on va réussir. Au Maghreb, Habib Bourguiba en Tunisie, c'était ça son projet. À la fois, on s'est décolonisé, on a mené la bataille contre les Français, et en même temps, on révérait les valeurs, alors on ne disait pas les valeurs de la République, mais les valeurs de la Révolution française, c'était ça le sujet, la liberté, l'égalité, mais surtout l'éducation, le progrès. Et il disait, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Mais en même temps, il y a d'autres gens, dans le monde arabe et dans le monde musulman, qui disaient, non. Le problème, c'est la tradition, mais le problème, c'est qu'on n'était pas assez musulmans. La tradition, à force de s'accumuler, aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail sur les textes qui étaient réalisés, cette tradition, elle a mis une barrière entre la vraie religion, qui est la religion des origines, et puis nous-mêmes. Et donc, il faut qu'on réinvente cette religion. Et ça, c'est ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, c'est ce qui s'est passé en Égypte, tout ça, il y a à peu près un siècle. Et ça a donné les différentes formes d'islamisme. Donc les frères musulmans qui viennent plutôt d'Égypte, le wahhabisme, le salafisme qui vient plutôt d'Arabie Saoudite. Mais au cœur, et c'est très important, au cœur de cette réponse-là, il y a la question de qui on est et comment on va être moderne, comment on va se projeter dans le monde, comment on va se projeter dans l'avenir. Pour certains, on va se projeter dans l'avenir avec la technologie, et regardez, ça continue aujourd'hui, l'intelligence artificielle, etc. Et puis pour d'autres, on va se projeter dans l'avenir en réinventant notre religion, et la réinventer, ça voulait dire plutôt revenir aux origines, y compris en calquant la vie du peuple. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, l'Égypte a eu un rôle fondamental, et puis il y a eu plein d'écoles assez différentes d'islamisme. Il y a donc tous ceux qui viennent d'Inde, on connaît mal en France, mais qui sont beaucoup plus puissants, par exemple en Angleterre, à cause parce que les populations musulmanes viennent d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, etc.
Il y a le salafisme qui vient d'Arabie Saoudite, avec des variantes wahhabites. Il y a les frères musulmans qui viennent plutôt d'Égypte. Et puis, il y a plutôt une secte qui vient elle aussi plutôt d'Inde, qui s'appelle Hizb ut-Tahrir. Il y a des comparaisons, en gros, les comparaisons, je crois que vous avez vu Florence Bergeau-Blaclair, elle vous a peut-être expliqué aussi, la comparaison traditionnelle, quand on dit les frères musulmans, le wahhabisme, c'est que les frères musulmans ont de la politique, et ils sont en fait pas très intéressés par la dimension théologique. Les wahhabites, les salafistes, sont plus intéressés par la question religieuse et théologique et le comportement, et en général, ils se tiennent à l'écart de la partie politique. Bon, après, on va le voir, ces grandes organisations-là, ces grandes divisions, en fait, elles ont muté. Alors, comment l'islamisme est arrivé chez nous? C'est assez intéressant parce que c'est vraiment différentes vagues, et notamment la vague d'islamisme qui vient des frères musulmans. Donc la matrice, elle est en Égypte, 1928, avec un très grand succès rapidement, et une façon de faire toujours pareil, c'était de l'action sociale. Les frères musulmans, ils ont toujours été là où il n'y avait pas l'État. C'est important parce que c'est valable aussi ici en France. Mais comme l'organisation a été tout de suite très puissante, elle a été un problème politique pour le Khedive d'Égypte de l'époque, et puis ensuite pour Nasser, par exemple, même si Nasser est passé par les frères musulmans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été chassés. Et comme ils étaient beaucoup plus éduqués que la moyenne, ils ont servi de cadres. Il y avait des professeurs, des ingénieurs, des avocats, etc. Et ils sont partis d'abord au Mashrek, donc au Proche-Orient. Ils sont partis au Liban, ils sont partis en Syrie, ils sont partis en Irak, en Jordanie. Mais après, je passe. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont eu aussi beaucoup de succès. Et comme ils ont eu beaucoup de succès, ils ont été chassés. Et où est-ce qu'ils sont partis? Ça, c'était plutôt les années 50, 60. Ils sont partis dans les pays arabes où on avait besoin de cadres. Et où est-ce qu'on avait besoin de cadres dans les années 50, les années 60? Dans les pays du Golfe. Parce qu'on avait découvert le pétrole, parce qu'il y avait beaucoup d'argent, parce qu'il fallait construire des États. C'est des États qui venaient de se décoloniser, à part l'Arabie Saoudite. Toutes les petites monarchies du Golfe étaient anglaises. Et donc, ils sont arrivés dans les pays du Golfe et ils ont commencé à construire les États. C'est pour ça que quand les pays du Golfe disent aujourd'hui détestent les frères musulmans, c'est notamment les Saoudiens, les Émiriens, c'est un petit pied de nez à l'histoire parce qu'ils ont été construits par les frères musulmans. Et pas n'importe lesquels. Lui, vous voyez, c'est le frère de Saïd Qutb, qui est un frère musulman qui a théorisé la violence. Lui, il a eu un rôle central dans la construction de l'appareil d'État de l'Arabie Saoudite. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? L'Arabie Saoudite est devenue très puissante. Elle a été structurée par les frères, mais elle a voulu diffuser son propre message religieux. Elle l'a fait d'abord vis-à-vis des musulmans immigrés en Arabie Saoudite, et puis ensuite, elle a diffusé le message un peu partout dans le monde. Et c'est arrivé au Maghreb. Et au Maghreb, il y a deux islamismes qui sont arrivés, celui des frères musulmans et puis celui des salafistes, et notamment en Algérie. Et en Algérie, ça a donné, en gros, la guerre civile des années 90, avec le FIS, le Front islamique du salut, qui était une sorte de métissage entre une théologie qui ressemblait plus au salafisme, mais par contre une action politique qui était très clairement celle des frères musulmans. Et puis il y a eu un autre pôle en Turquie. Et ce pôle, il est important, y compris ici, parce que les franco-turcs sont très organisés, très structurés par l'État turc, et ils le sont avec la religion. Et les Turcs, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé un islamisme nationaliste. On parle toujours de la laïcité turque. Il n'y a jamais eu de laïcité au sens français en Turquie. La laïcité à la turque, c'est le contrôle de la religion par l'État. Les prêches, tous les prêches des mosquées en Turquie, enfin en tout cas des mosquées d'État, sont écrites à Ankara, au ministère des Affaires religieuses. Les imams sont salariés par l'État. Et ce qu'ils ont fait, les Turcs, c'est qu'ils ont diffusé ce modèle avec les communautés turques en Allemagne, en Belgique, en France. Et aujourd'hui,
le ministère des Affaires religieuses turc a toujours un rôle très important dans la structuration des communautés turques à l'étranger, des diasporas, avec un objectif, c'est qu'ils ne deviennent pas des Allemands, des Français, des Belges, comme les autres. Le président Erdogan dit l'assimilation, c'est un crime contre l'humanité. Donc l'islamisme est arrivé comme ça en Europe, avec différentes voies. Une voie frères musulmans, une voie salafiste, une voie turque, avec un certain nombre d'organisations. Et un principe, si on regarde que les frères musulmans, mais j'en parle parce qu'il y a un rapport récent qui a fait beaucoup de bruit sur le sujet, un principe qui est, il faut comprendre, les frères musulmans, c'est le mélange du parti communiste et d'une organisation, d'une grande loge franc-maçonne. Donc c'est une organisation secrète, discrète, confidentielle, et c'est une organisation très hiérarchisée, avec un grand chef, et puis toute une hiérarchie qui permet d'organiser le territoire et qui est souvent structurée par métier. Il y a des organisations d'avocats, des organisations d'ingénieurs. Par genre, il y a pour les hommes et pour les femmes, il y a les étudiants, etc. Et donc toute cette organisation, elle est arrivée en Europe. Elle est arrivée en Europe dans les années 80, dans les années 90. Alors, je fais une petite pause là. Je suis désolé, c'est un peu technique, mais je pense que c'est important pour parler de ce qui se passe ensuite. Pourquoi tous ces gens-là ont eu autant de succès? Et pourquoi l'islamisme, si on laisse de côté l'Égypte, en fait, c'est devenu une puissance politique dans les années 70. Et là, il faut regarder l'évolution des sociétés. Ce qui s'est passé dans le monde arabe à partir des années 70, 80, puis ça s'est accéléré, c'est pas du tout un retour en arrière. C'est une modernisation accélérée. Cette modernisation, on la voit très bien avec alors pas le statut des femmes, mais l'évolution de la démographie, l'évolution de la fertilité. Le nombre de femmes alphabétisées, le nombre de femmes qui ont fait des études secondaires, le nombre de femmes qui ont fait des études supérieures. Il y a eu une accélération extrêmement importante de la place de la femme dans les pays arabes. Et nous, on s'est dit, en fait, regardez, elles sont voilées, elles ne l'étaient pas. En fait, elles l'étaient, mais avec un voile traditionnel, pas un voile politique. C'est donc la preuve qu'il y a une régression. Ce n'est pas une régression, c'est une modernisation. Moi, mon hypothèse, c'est que le succès de l'islamisme est directement lié à la transformation de la place des femmes dans la société. Cette transformation, elle est liée à l'accès à l'éducation. Et aujourd'hui, dans tout le monde arabe, et en Iran, c'est pareil, partout, il y a plus de femmes à l'université que d'hommes. En gros, 60%. Ici, les jeunes filles musulmanes, elles réussissent beaucoup mieux que les garçons. Elles réussissent mieux et elles échouent beaucoup moins. On est dans le monde arabe et là, on laisse de côté la religion. Ce n'est pas la religion qui compte, c'est vraiment l'anthropologie. Dans le monde arabe, l'organisation traditionnelle, elle est fondée sur l'inégalité entre les hommes et les femmes. On le voit, par exemple, devant la justice. Traditionnellement, le témoignage d'une femme vaut la moitié du témoignage d'un homme. On le voit encore mieux, de façon plus explicite, dans les règles d'héritage. Avant l'islam, les femmes n'héritaient de rien. Après l'islam, elles ont hérité, suivant les cas, en gros, de la moitié. Mais il y a cette différence, on peut la contester, on peut la trouver scandaleuse, en tout cas ça existe. Et donc, dans ces sociétés-là, quand tout d'un coup les femmes ont accès à l'éducation, quand elles ont moins d'enfants, parce que plus vous faites des études, moins vous avez d'enfants, parce que vous vous mariez plus tard, donc votre période de fécondité est plus courte. En fait, ça crée un bouleversement anthropologique, ça crée un bouleversement très fondamental de l'organisation des sociétés. Et mon hypothèse, c'est que l'islamisme qui existait, mais il a commencé à avoir du succès quand les sociétés ont commencé à se transformer très vite et quand la place des femmes a changé. Et d'une certaine manière, l'islamisme, c'était une façon de dire aux femmes, ah non, vous allez rester dans votre statut précédent. Parce qu'il y a tout dans le discours islamiste pour considérer que les femmes doivent rester avec un statut qui est inférieur à l'homme. Mais donc, ce moment, il arrive
quand ce n'est plus le cas, quand les femmes sont en train de s'émanciper, et pas dans le sens inverse. Ça, c'est très important parce que ça explique très bien ce qui se passe aujourd'hui, ici, en France. Je passe, la transition démographique, l'accès à l'éducation a été 3-4 fois plus rapide dans le monde arabe qu'en Europe. Parce que tout s'est fait d'un coup. Ce que nous, on a mis 200 ans à faire, eux, ils ont mis 40 ans à le faire. Donc, c'est une transformation des sociétés absolument radicale. Et donc, c'est un bouleversement. Et donc, ça crée du frottement. Et l'islamisme, d'une certaine manière, c'est ce frottement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai pas de slide. Ce qui s'est passé, c'est que les islamistes ont eu un pouvoir très important. Et notamment, alors il y a eu la guerre civile en Algérie. C'était vraiment les islamistes qui ont essayé d'imposer leur vision de l'islam et leur vision politique aux autres. Et puis, tout ça est arrivé jusqu'au printemps arabe, jusqu'aux années 2010, où, d'une façon différente suivant les cas, au Maroc, en Algérie, parce qu'en fait, il y a eu un accord avec le gouvernement, en Tunisie, en Libye, en Égypte. Il n'y a pas eu le temps en Syrie, mais partout, ils sont arrivés au pouvoir. Et là, c'était plutôt la version frères musulmans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont très très mal géré. Et comme n'importe quel pays, n'importe quel parti qui arrive au pouvoir et qui gère mal, regardez ce qui s'est passé avec le Parti communiste en Europe et puis en France dans les années 80, en fait, ils ont décliné. Et puis, d'une certaine manière, la place nouvelle des femmes, elle s'est stabilisée. Et ce qui est en train de se passer, et donc je réponds enfin à la question qui a été posée sur le défi géopolitique, c'est que moi, de mon point de vue, l'islam est en fait de moins en moins un défi géopolitique. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une mutation de l'islamisme vers une forme de nationalisme. Et ça, c'est en fait partout dans le monde arabe et musulman, et même en Iran. En Iran, il reste le projet révolutionnaire dans les élites politiques, dans la justice, mais enfin fondamentalement, ils sont en train de fabriquer un système nationaliste. En Arabie Saoudite, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Dans les pays du Maghreb, le Maroc affirme son indépendance et veut travailler avec tout le monde. L'Algérie est dans une relation de conflictualité avec la France, ça c'est pas nouveau, mais ça l'est encore plus qu'avant. Et c'est pas au nom de l'islam, c'est au nom de l'Algérie. Le président tunisien, la Tunisie était le pays le plus avancé, notamment pour le statut des femmes, pour l'alphabétisation, etc. Aujourd'hui, on a un président qui est très hostile aux Français, très hostile à l'Europe, très hostile à l'Occident, et qui dit la Tunisie d'abord. Et ça, en fait, c'est une dynamique qui a trait à peu près partout. Donc, on est en train de passer progressivement d'un moment islamiste à un moment nationaliste. Et c'est à ce moment-là que le fait musulman est là en France. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? D'abord, il y a un lien évident avec l'immigration. D'où viennent les musulmans? D'où viennent les musulmans? Ils viennent des pays musulmans et ils sont arrivés avec les différentes vagues migratoires. Derrière moi, il y a les grandes vagues migratoires en France depuis 175 ans. La première vague migratoire, c'était les Belges. Et puis ensuite, il y a eu, en gros, les vagues migratoires étaient liées aux phases de croissance économique. Quand il y avait beaucoup de croissance, sachant que la France, à la première, baissait, enfin, une fécondité qui baissait. Donc, depuis très longtemps, on va chercher des hommes et des femmes, et notamment de la force de travail, mais pas que de la force de travail, de la force aussi de la capacité militaire. On va la chercher à l'extérieur. Donc, il y a eu les Belges, et puis il y a eu la crise des années 1890, et puis l'immigration a baissé. Puis il y a eu la Première Guerre mondiale. Saignée, pas possible. On a perdu 4% de la population, et notamment des hommes jeunes. Et les années 20, ça a été un grand moment d'immigration, qui venait cette fois plutôt d'Italie et puis de Pologne. Puis il y a eu la crise dans les années 30. Et puis là, les Italiens, il y en a beaucoup qui sont rentrés chez eux. On leur a demandé, gentiment, pas gentiment, mais fermement, notamment dans le sud de la France, de rentrer chez eux. Les Polonais, pareil. Et il y avait déjà des problèmes d'intégration. Ce qu'on reprochait aux Italiens, à Marseille par exemple, pas loin d'ici, c'était d'être trop catholique. Parce que la Provence a été déchristianisée très tôt. Et à la fin du 19e siècle, il y a eu des assassinats, des meurtres d'Italiens parce qu'ils étaient trop catholiques, avec mortes notamment. Donc vous voyez ce sujet-là de la confrontation
l'immigration, la religion, etc., ça date pas d'islam. Et puis, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a eu les 30 Glorieuses. Et les 30 Glorieuses, bah, c'est pareil, la population française n'était pas assez importante. Donc, on a été chercher des populations à l'extérieur. Là, c'était vraiment de la force de travail. Et on a été où? Bah, dans l'ancien empire colonial, enfin au moment où l'empire colonial était en train de se défaire, mais aussi au Portugal. Et le Portugal, c'est intéressant parce qu'il y a eu autant de Portugais que d'Algériens, en gros. Ils sont venus exactement au même moment et à peu près aussi nombreux. Du coup, on peut regarder où en sont les Portugais, où en sont les Algériens aujourd'hui. Ça dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'immigration, alors on pense que l'immigration, c'est que l'Afrique. Non, l'immigration, en gros, elle vient d'Afrique à 50%. Et quand on prend les immigrés, il y a depuis une quinzaine d'années plus d'immigrés qui viennent d'Afrique et de Turquie que d'Europe. Mais il y a toujours beaucoup d'immigration qui vient d'Europe. Et puis la nouveauté, c'est qu'il y a aussi de l'immigration qui vient de plus loin, qui vient du sous-continent indien, qui vient d'Asie du Sud-Est, qui vient un peu d'Amérique latine, etc. Bon, ça c'est normal en fait avec la mondialisation et la mondialisation des échanges commerciaux, la mondialisation financière, mais aussi la mondialisation des flux de population. Aujourd'hui, sur 3 générations en France, en gros, on a un tiers de la population qui a au moins un grand-père, une grand-mère étrangère, immigrée. Immigré, ça veut dire quoi? Ça veut dire étranger, né à l'étranger. Donc, un tiers de la population. Si on est sur 2 générations, on est à peu près à un quart. Et si on est sur une génération, on est à 10%. 11%. Et on est le pays où l'immigration est la plus importante depuis le plus longtemps en Europe. On n'est pas le pays où il y a le plus de flux migratoires ces dernières années. Ça, de très très loin, c'est l'Allemagne. Mais on est le pays où il y a depuis le plus longtemps une immigration importante. Et là, pour le coup, beaucoup plus qu'en Allemagne. Après, qu'est-ce qui se passe avant de parler des musulmans? C'est la caractéristique de la France. Il y a un métissage. C'est-à-dire que les gens se mélangent. Au début, ça se fait difficilement. Sur la 2e génération, c'est plus facile. Et à la 3e génération, on ne voit plus la différence. Bon, ce qui se passe avec les musulmans, c'est que le métissage est en cours. La difficulté, c'est qu'on part de plus loin en termes de distance culturelle. On parlait du statut de la femme. Le statut de la femme pour les Algériens, ce n'est pas le même que le statut de la femme pour les Portugais ou pour les Espagnols. Donc ça crée une différence. Et puis, il y a ce qui s'est passé, toute cette dynamique de l'islamisme, de l'islam politique, qui est arrivée en France et qui est arrivée notamment chez les immigrés, mais surtout chez les enfants d'immigrés. Alors, quand on regarde les musulmans aujourd'hui, c'est qui? Donc, je vous dis, si on prend les plus de 18 ans, c'est 6 ou 7% de la population. Si on prend l'ensemble des musulmans, c'est plutôt 8 ou 9%. Et là, juste un petit point d'attention, on parle beaucoup des conversions à l'islam. Mais ce qu'on oublie, c'est les musulmans qui sortent de l'islam. Et il y en a 2 fois plus qui deviennent athées que des chrétiens ou des athées qui deviennent musulmans. Donc là aussi, il y a toujours des effets de loupe. Mais il faut regarder l'entièreté du sujet. Aujourd'hui, les 3 quarts des musulmans, ils sont français. Il n'y en a qu'un quart qui sont étrangers. Et les 3 quarts, ils viennent en gros d'Afrique du Nord. 10% viennent de Turquie, 10% viennent d'Afrique subsaharienne. Donc le fait musulman en France est d'abord un fait maghrébin. Ils ont une caractéristique démographique qui est qu'ils sont beaucoup plus jeunes que le reste de la population française. Normal en fait, c'est lié, l'immigration elle est relativement récente. Et donc il y a assez peu de retraités, il y a beaucoup de population active, il y a proportionnellement beaucoup de jeunes. Ce qui fait que la répartition par âge des musulmans en France, elle n'est pas du tout homogène. Je vous ai dit 6 ou 7% des plus de 18 ans, mais 18% des nouveau-nés. Donc on a une pyramide des âges qui ressemble à une pyramide en fait chez les musulmans, et plus du tout pour l'ensemble de la population française. Ça ressemble à un champignon. Le champignon est de plus en plus large vers le haut de la pyramide.
Donc ça crée quoi? Ça crée un effet de visibilité. Parce que c'est une population qui est jeune. Et puis ensuite, quand on regarde la géographie, ça c'est la carte des mosquées en France. En fait, la carte des mosquées, c'est la carte des musulmans. Alors, l'intensité de la couleur, ça veut juste dire qu'il y a beaucoup de mosquées. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Sans surprise, les musulmans sont où? Ils sont dans les grandes villes. Et pourquoi ils sont dans les grandes villes? Parce que quand on a reconstruit la France au moment des 30 Glorieuses, on a construit des grandes métropoles. C'est là qu'il y avait le dynamisme économique. Et ça continue de plus en plus. L'économie française, elle est tirée par les grandes métropoles. Donc, les grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, Lille, ça c'est une immigration plus ancienne, parce que là c'est une immigration qui vient des mines. Hein. Et vous voyez du côté de la Moselle, là aussi, et puis il y a au nord de la Suisse, ça c'est Sochaux-Montbéliard, ça c'est les vieilles régions industrielles. Donc là c'est une immigration qui date des années 30. Bordeaux-Toulouse, c'est plus récent. Ça c'est vraiment la reconstruction. Et puis il y a l'arc méditerranéen, c'est-à-dire ici, et ça c'est un effet de proximité. Donc il y a une géographie très concentrée. Donc une population qui est très jeune, qui est très concentrée, avec, ça c'est le djihadisme, avec une caractéristique sociale qui est que ils sont arrivés en majorité plutôt pauvres, plutôt pas très éduqués, parce que c'est pour ça qu'on les a fait venir. Et puis, ils ont monté progressivement l'échelle sociale. Mais comparé avec la moyenne de la population française, ils sont, disons, l'échelle sociale, ils sont un peu plus bas. Mais il y a aussi des dynamiques, parce que maintenant, il y a une élite, et puis il y a vraiment une classe moyenne. Cette carte-là, en fait, c'est la même carte que la carte des musulmans, mais là, c'est une carte plus spécifique, c'est la carte des djihadistes. D'où viennent les djihadistes? Sans surprise, ils viennent de là où il y a des musulmans. Mais la spécificité des djihadistes, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de convertis chez les djihadistes que chez les musulmans. Un quart de convertis chez les djihadistes. Et ces convertis, c'est qui? En fait, c'est des jeunes qui vivent dans les quartiers. Il y a beaucoup de musulmans. Et un des problèmes, c'est que la concentration de population est tellement forte que dans certains quartiers, la norme de comportement se retourne. Et en fait, c'est ça qu'on voit avec les djihadistes. Donc ça, c'est la sociologie dont je vous parlais. La sociologie, elle dit ce que sont en train de devenir les musulmans. Les musulmans n'existent pas comme communauté. On dit les musulmans, en fait, ça ne veut rien dire. Il faudrait dire il y a des musulmans. Il y a ceux qui sont en train de devenir des Français comme les autres, à la fois sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan idéologique, sur le plan politique, sur le plan religieux. De ce point de vue-là, ils ressemblent aux catholiques. Ce sont des catholiques comme les autres, ils sont plus conservateurs. Ils sont, alors pour le coup, beaucoup plus pratiquants que les catholiques. Parce que les catholiques, même quand ils sont encore là, revendiqués catholiques, en fait, ils pratiquent très peu. Les musulmans, ils pratiquent beaucoup. Enfin, ils pratiquent, 2/3 des musulmans disent qu'ils sont pratiquants. Mais donc, il y a ceux-là qui sont en train de devenir des Français comme les autres. Et puis, il y a une minorité qui est à la fois minoritaire, mais qui est importante. Et c'est à peu près 20-25%. On la voit dans ces chiffres, dans le statut dans l'emploi, dans le niveau d'études. On la voit aussi dans le type d'islam qu'ils pratiquent et le type d'islam auquel ils adhèrent. En gros, on a 50% de la population musulmane en France, simplifie, hein, mais qui sont les croyants plutôt conservateurs quand on regarde la moyenne de la population française, mais qui font de la religion une affaire privée. On a un quart qui ont des valeurs qui sont très 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 différentes de la société française, mais eux, dans ce quart-là, c'est plutôt des immigrés qui viennent avec les valeurs des pays d'origine, mais qui ne revendiquent pas. Et puis on a un dernier quart, et là c'est plutôt la deuxième génération ou troisième génération, et là c'est plus des jeunes. Eux, ils font de la religion un étendard. Un étendard pas vraiment politique en fait, un étendard identitaire. Et moins ils sont éduqués, plus ils sont en marge de la société, plus ils sont aussi discriminés, plus ils vont faire de la religion leur identité. Et cette religion, elle va être fabriquée, elle va être transmise, pas du tout par les parents, comme ça se fait en général.
pas par la famille, pas par les voisins. En fait, c'est comme si c'était une nouvelle religion. Cette religion, elle est transmise par des influenceurs. Vraiment les influenceurs YouTube. Et ces influenceurs, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils connaissent très très bien leur public. Et comme les influenceurs YouTube, les autres, en fait, ils deviennent des modèles. Et ces influenceurs, ils ont appris la religion tout seuls. En général, ils n'ont pas fait d'études religieuses, d'ailleurs, pas beaucoup d'études tout court, mais ils ont un talent, comme les influenceurs YouTube, ils ont un talent pour capter le public, et ce qu'ils font, c'est qu'ils font des questions-réponses. Et en fait, d'une certaine manière, ils font du développement personnel. Ils expliquent aux jeunes comment être eux-mêmes. Ils leur disent, vous êtes musulmans, vous êtes plus tunisien, algérien ou sénégalais, vous êtes musulmans. Mais vous n'allez pas être musulmans comme vos parents, parce que la religion de vos parents, ce n'est pas le vrai islam. Nous, on va vous donner, vous apporter le vrai islam. Et le vrai islam, c'est une série de règles, plus ou moins contraignantes, mais c'est des règles où il y a très peu de spiritualité et énormément de comportement. Et eux, c'est plus des frères musulmans. C'est plus du tout le sujet. Les frères musulmans, je vous ai expliqué, c'est une organisation pyramidale, très hiérarchisée. C'est comme si on disait le Parti communiste aujourd'hui est très puissant. Non, la France insoumise est puissante, mais la France insoumise, c'est pas un parti, c'est un regroupement d'activistes. Les néo-islamistes aujourd'hui en France, c'est ça. Ils ne vont pas adhérer à une confrérie où il y a des rites, où il y a des processus, où il y a des hiérarchies. Eux, ils vont consommer de l'islam fait sur les réseaux sociaux. Et toute la difficulté qu'on a, c'est que l'État ne comprend pas ça parce que l'État, il aime les organisations. Le ministère de l'Intérieur, il aime interdire. Il aime avoir des adversaires, des associations. Il aime avoir des personnalités. Les influenceurs dont on parle aujourd'hui, plus connus, vous savez où il est? Il est à Dubaï, comme tous les influenceurs. Et le sujet, il n'est pas dans les mosquées. Le sujet, c'est pas fermer des mosquées. Dans certains cas, il faut le faire. Le sujet, c'est pas expulser des imams. Les imams, bien souvent, en fait, ils viennent des pays d'origine. Ils ont complètement perdu la main. Ils n'ont aucune autorité sur les jeunes Français. Et nous, on continue de croire que les musulmans sont très musulmans et que les jeunes sont très portés sur la religion. Il va falloir, un peu comme quand la France était très catholique, il leur faut des clercs, il leur faut des prêtres, il leur faut des curés qui vont les mettre dans la bonne voie. Et donc, on se dit, l'important, c'est la formation des imams. Très bien la formation des imams, mais les imams aujourd'hui sont virtuels. Donc, on peut essayer de former des imams. En fait, les imams dans les mosquées, ça fait bien longtemps qu'ils ont perdu la main. Donc, tout se joue sur les réseaux sociaux, mais comme pour les jeunes Français. Et les jeunes musulmans, ce sont des jeunes Français comme les autres. Les jeunes Français, aujourd'hui, ils ne s'informent pas à la télévision. L'âge moyen du téléspectateur de France 2, c'est 65 ans. De France 3, c'est 67 ans. Ils lisent pas le journal. C'est fini, ça. Ils sont sur les réseaux. Eh bien, la transmission idéologique, la transmission religieuse, elle se fait aussi sur les réseaux pour ces jeunes Français. Et ce qu'ils veulent, c'est de la norme. Et cette volonté d'avoir de la norme, pas que les jeunes musulmans, c'est aussi les juifs, c'est aussi les catholiques, les catéchumènes, ceux qui se reconvertissent d'une certaine manière, ceux qui se font baptiser à Pâques. En fait, les prêtres disent, ils veulent, comme les musulmans, des interdits. Parce qu'il y a une demande d'ordre dans la jeunesse française. Il y a aussi une demande d'ordre dans la société. Ce n'est pas le même ordre. Et tout le sujet, et j'en finirai là, c'est comment on accompagne cette jeunesse-là pour qu'elle devienne des Français comme les autres, chacun avec ses spécificités. En France, le général de Gaulle disait comment on peut gouverner un pays avec 300 fromages. Ou je ne sais pas combien, il y a un doute sur le nombre de fromages. Il y a des identités régionales qui persistent. Les Corses, ils ont une identité assez forte. Les Bretons aussi. Il y a des comportements vis-à-vis de la religion qui sont différents. Il y a des identités politiques qui sont importantes, etc. Donc la diversité, en gros, on sait la gérer. Ce qu'on ne sait pas gérer, c'est des gens qui se mettent à l'écart, et puis des gens qui utilisent la violence, évidemment, les attentats. Et les attentats, ils ont un rôle dans l'imaginaire politique aujourd'hui très important parce qu'on a peur de l'islam.
parce qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe. On ne sait pas faire les nuances. Et puis, le débat politique, le débat médiatique, il est de plus en plus polarisé. Et le sujet de prédilection de la polarisation, c'est l'islam. On a peur à l'extrême droite, les musulmans sont immigrés, mais les immigrés sont en train de devenir musulmans, ils sont responsables de tous les problèmes de la France. Et puis à l'extrême gauche, ce ne sont que des victimes, et il faut les défendre. Et moi, ce que je veux essayer de faire, et c'est le travail que j'essaye de faire avec différentes casquettes, c'est à la fois, un, comprendre, deux, expliquer, et puis ensuite essayer d'agir. Agir pour éviter cette polarisation, parce que la situation, vous le voyez, elle est compliquée. Elle est compliquée et elle est très nuancée. Et suivant les cas, il y a des dynamiques où on a des gens qui sont en train de venir vers les valeurs de la République, vers le système majoritaire, et puis il y en a d'autres qui sont à la frontière. Il faut faire attention, il ne faut pas les repousser. Et donc il faut réussir à trouver la bonne frontière entre ce qui est inadmissible et puis ce qu'il faut réussir à accompagner. Et ça, c'est très compliqué. Et plus on a un paysage politique qui est structuré par des extrêmes, plus on a des médias qui parlent d'islam et d'islamisme toute la journée, plus vous repoussez une bonne partie des musulmans, notamment des jeunes, vers les extrêmes. Ça s'appelle la polarisation politique. Ce n'est pas une spécificité française, ce n'est pas lié qu'à l'islam, hein. C'est une dynamique beaucoup plus générale et c'est une dynamique occidentale. Mais il faut faire attention. Voilà, il faut prendre soin et il faut trouver des solutions. Et des solutions, il y en a plein. Et pour moi, la meilleure solution pour lutter contre l'islamisme, c'est l'islam. Et pour ça, on a besoin que les musulmans, la majorité silencieuse, prennent la parole, et prennent la parole à la fois dans le champ public, dans le champ politique, pour dire, pas en notre nom, mais prennent aussi la parole dans le champ religieux, parce qu'aujourd'hui, le match, enfin vous voyez, c'est comme s'il y avait un match de football, il n'y avait qu'une équipe, et en face, il n'y a personne. Donc forcément, l'équipe qui joue le match, il y a l'équipe des activistes, l'équipe des identitaires, l'équipe des islamistes, ils marquent plein de buts, parce qu'en face, les jeunes, ils n'ont jamais entendu parler d'islam que par eux. Et donc, une des réponses, c'est vraiment être capable de fabriquer un discours alternatif. Et de ce point de vue-là, l'État, son rôle, c'est pas de parler au nom des musulmans, c'est aider les musulmans de bonne volonté à faire ce travail-là d'organisation et de diffusion d'un islam moderne, républicain, libéral. Et je peux vous rassurer, je vais finir par une note positive, il y a tout ce qu'il faut dans l'islam, tout, dans la théologie, dans l'interprétation, dans la jurisprudence, il y a tout ce qu'il faut pour avoir un islam républicain. Merci à vous. Bonjour, merci pour cette conférence très riche avec des propos très justes. Je voudrais juste apporter une observation sur les biais cognitifs. Il y avait par exemple un schéma où vous parliez de musulmans non-croyants, ce qui en soi est un non-sens. On ne peut pas être musulman et non-croyant. Donc en fait, comment on va déterminer le musulman non-croyant s'il n'est pas lui-même musulman par sa non-croyance en fait? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est encore dans un schéma où le musulman est assimilé à l'immigré. On parle encore de manière absurde d'immigrés de deuxième, troisième génération, alors qu'en France, on connaît que deux types d'occupants, on va dire, le citoyen français ou l'étranger. Mais l'immigré de première de deuxième ou troisième génération n'existe pas. Ensuite, sur les youtubeurs, c'est un phénomène quand même qui est récent. Mais ce qu'on a pu observer, nous, c'est que la radicalisation, elle s'est faite bien avant la diffusion aussi importante des réseaux sociaux. Et ça s'est fait surtout dans les quartiers par des influences dans les mosquées. Et ça, c'est important quand même de le rappeler. Et ensuite, là où, ce que vous disiez de manière très juste, c'est que la France ne peut pas venir parler au nom des musulmans, pour la simple et bonne raison que la religion musulmane est une religion médiate. Il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de structuration. Donc, c'est surtout dans les discours, et notamment politiques, qu'il va falloir agir. Et la première des choses à faire, c'est de considérer qu'il y a des Français de confession musulmane
et pas des musulmans qui doivent devenir de bons Français. Et je crois que c'est la première étape à franchir. Je réponds. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. En fait, si on prend la définition juridique, il y a des Français et des étrangers. Si on prend les statistiques, il y a des Français et il y a des Français d'origine immigrée. Pourquoi c'est intéressant de s'interroger à l'origine et pourquoi la statistique publique le fait maintenant? Elle le fait sur la base tout simplement du lieu de naissance des parents. Parce que c'est un fait social, tout simplement. Moi, mon père est tunisien, ma mère est française, ils n'ont pas la même culture, et je n'ai pas la même culture que mes enfants, dont la mère est française et dont le père est de culture mixte, française et tunisienne. Donc, en fait, c'est pas grave d'avoir des origines immigrées. Avant, d'une certaine manière, ce qui se passe avec une échelle géographique différente, c'est exactement ce qui s'est passé quand la France a fabriqué des Français avec les provinciaux. Et ça, au XIXe siècle, en fait, les gens ne parlaient pas la même langue. Ils n'avaient pas vraiment la même culture. Alors, il y avait un fond commun, notamment l'Église. Mais il y avait des divisions, parce qu'il y avait les protestants, et puis les guerres de religion. Ça a été un sacré conflit. Et en gros, on a fabriqué des Français avec la Première Guerre mondiale, quand tous les hommes se sont retrouvés dans les tranchées. Et le discours sur l'assimilation, c'est d'abord l'assimilation des provinces. Ça s'est fait de façon assez autoritaire autour d'une norme qui était la norme culturelle du bassin parisien. Et ça a été fait par l'État, et ça a été fait par la monarchie. En fait, il se passe à peu près la même chose avec des gens qui viennent d'un peu plus loin, qui viennent de l'étranger, je vous dis, les Belges, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Maghrébins. Bon, tout ça est en train de se faire, mais on vit avec cette représentation-là. Et il y a encore des cultures régionales en France, tant mieux. Il y a une identité bretonne, il y a même des autres. Je crois qu'il y a une identité corse qui est relativement forte. Bon, voilà, donc tout ça existe et c'est pas grave. C'est pas stigmatisant. Ensuite, la radicalisation, oui, elle est arrivée par les mosquées dans les années 80. La radicalisation, disons, moi j'appelle ça l'islamisme parce que radicalisation, on pense à djihadisme. Elle est arrivée dans les mosquées. Par les mosquées, par des imams, elle arrivait aussi par les cassettes qui venaient d'Arabie Saoudite et qui venaient du Maghreb. Elle est arrivée par les télévisions, les chaînes satellitaires. Elle est arrivée par Internet, puis maintenant elle est avec les réseaux sociaux. En fait, qu'est-ce que ça dit? C'est des dynamiques qui utilisent les médias. On a l'impression que c'est des discours médiévaux. D'abord, ce n'est pas des discours médiévaux, c'est des discours très modernes, puisque c'est des réponses à la modernité. Et puis, c'est des discours qui utilisent les derniers médias. Et aujourd'hui, l'influence, les mosquées sont, sont pas le lieu central de l'influence. C'est plus sur les réseaux que ça se passe, et via les réseaux, ça influence les mosquées. La norme, elle se fait plus sur les réseaux sociaux, pour une raison simple, c'est le volume. Vous savez, Rachid El-Jeh, aujourd'hui, c'est le principal influenceur musulman. Il a 2,5 millions de followers. Il a autant de followers, il a autant d'audience que le président de la République, en fait. Sauf qu'il s'adresse à 10% de la population française, enfin même pas, parce qu'il s'adresse qu'aux jeunes. Alors après, il rayonne au-delà de la France, dans le monde francophone, au Maghreb, au Canada, un peu en Afrique subsaharienne, etc. Bon, enfin, tout ça se transforme. C'est ça ce que je veux dire. Moi, j'ai été surpris. D'abord, merci pour toute l'information que vous nous avez donnée très rapidement. Il faudra sans doute lire votre livre pour aller plus profond. Deux choses m'ont étonné. D'abord, vous avez dit que dans l'islam moderne, l'évolution depuis ces 30 dernières années, les femmes sont plus souvent... Il y a plus de femmes à l'université dans le monde musulman, en général, que d'hommes. À part peut-être en Tunisie, justement, où les femmes ont une certaine influence dans la rédaction de la nouvelle constitution. Ce qui se passe encore en Arabie Saoudite, on a parlé du permis de conduire offert aux femmes, enfin. Ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui.
ce qui se passe cours Lafayette, où on voit des tablés d'hommes uniquement le jour du marché, enfin, c'est-à-dire tous les matins. Et si une femme n'a pas sa place assise aujourd'hui, elle ne peut pas être confortable assise à un café. Donc ça, c'est une chose. L'autre point, c'est un point plus technique. Vous nous avez donné beaucoup de chiffres et très intéressants sur le pourcentage de ceci, de cela, des pratiquants, des non-pratiquants. Or, je croyais qu'au moins jusqu'à une période récente, il y avait une interdiction de tenir des statistiques. Le maire de Béziers a été critiqué pour avoir tenté d'estimer le nombre de musulmans dans les écoles, par exemple. Voilà. Est-ce que ça a changé maintenant? Alors, sur le deuxième point, on fait des sondages sur les opinions politiques des catholiques depuis qu'il y a des sondages. En fait, les catholiques et les musulmans, c'est exactement pareil. On peut interroger les musulmans. Moi, je l'ai fait avec l'Institut Montaigne. On avait fait une grande enquête. Il faut respecter 3 règles. La première, c'est que les questions sont anonymes. Ensuite, on n'a pas de fichier. On ne peut pas garder la mémoire de la réponse. Et puis, il faut que tout ça soit déclaré à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Ça, c'est la loi de 1978. Le seul problème, c'est que comme on a peur de ce sujet-là, on n'utilise pas ce qu'on a le droit de faire. Donc, on peut tout à fait interroger, on peut tout à fait faire des enquêtes pour savoir ce que pensent les musulmans. On ne peut pas faire un recensement à raison de la religion dans une école. Ça, non. Y compris parce que le maire de Béziers, il avait l'information sur la religion des enfants des écoles. Ça, on n'a pas le droit. Mais on peut mesurer, je vous dis, avec un certain nombre de garde-fous, on peut mesurer des opinions politiques, on peut mesurer des opinions religieuses, on le fait tout le temps. Et on a des catégories, on a les hommes et les femmes, on a les riches et les pauvres, on a les jeunes et les vieux. On a aussi des gens qui ont des croyances. Voilà. Mais c'est organisé par l'État parce qu'on ne veut pas faire des fiches. Mais on peut. Et d'ailleurs, on peut faire des statistiques très précises, je le disais tout à l'heure, parce qu'on peut demander dans les enquêtes, et on le fait maintenant avec le recensement, on peut demander le lieu de naissance des parents, et parfois même des grands-parents. Et donc, vous pouvez suivre l'évolution, la situation sociale des enfants d'immigrés, ou des enfants qui viennent dont les parents sont nés en Corse, sont nés à Paris, parce que vous avez le lieu de naissance des parents. Et en fait, tout ça, c'est très utile parce que ça permet quand on mesure, on peut comprendre. Quand on peut comprendre, on peut agir. Sinon, on a des représentations qui valent pas grand-chose. Après, la question des femmes. Alors, c'est une question compliquée. J'ai aucun doute sur les statistiques, et ce qui est vrai dans le monde arabe est vrai aussi en France. C'est-à-dire que musulmans, musulmanes, les filles font plus d'études que les garçons, et par ailleurs, elles échouent moins. C'est pas la même chose, hein. À la fois, elles réussissent mieux et elles échouent moins. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des frictions. Et d'une certaine manière, comme je vous le disais pour expliquer le moment où l'islamisme a été le plus fort dans le monde arabe, là, c'est le moment où les filles sont en train de s'affirmer que les garçons protestent. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment dans la société française avec les enfants d'immigrés. Et dans des circonstances où les garçons ont traditionnellement une place dans la famille, dans la société, qui est plus forte que les femmes. Les femmes musulmanes maghrébines ne sont pas opprimées comme on le croit ici. Mais il y a une organisation sociale qui est différente. Et ce qui se passe ici, c'est l'inverse. Et donc, les garçons sont d'une certaine manière déstabilisés. Ça, pour moi, ça explique une bonne partie du succès de cet islam identitaire, réactionnaire, intégriste, qui est en France, comme ça explique le succès de l'islamisme au moment où, tout d'un coup, les femmes ont eu accès à l'éducation secondaire, à l'éducation supérieure. Je vous dis, aujourd'hui, les femmes sont plus éduquées que les hommes. Mais elles continuent à moins travailler. Le taux d'activité des femmes dans le monde arabe, il est très nettement inférieur
au taux d'activité des hommes. Et pourtant, elles ont fait plus d'études. Et c'est ce qui se passe pour Lafayette. Elles ont fait plus d'études, mais elles vont, alors en France, elles vont travailler à peu près autant, sachant qu'elles sont perçues par la société en général beaucoup mieux que les garçons. Donc les filles sont beaucoup moins discriminées que les garçons, dans l'accès à l'emploi notamment. Mais ça crée du conflit. Et ça peut se retrouver dans les comportements. Oui, bonsoir, je vous remercie pour ces éclaircissements. J'avais une question qui est toute simple, puisque notre modèle, c'est un modèle laïque. Quelle perspective vous avez sur les frictions que vous évoquiez pour l'assimilation de la religion musulmane dans la France? On sait qu'on a, sur la question des religiosités, une histoire assez mouvementée, avec les protestants, avec les guerres de religion. Qu'est-ce que vous avez comme point de vue sur, puisque vous avez évoqué que l'islam, le Coran était une constitution, en tout cas dans certains propos des frères musulmans. Quelle vision vous avez sur la laïcité, puisqu'on s'y croit plus en termes de confrontation avec la religion chrétienne? La République a été quand même assez rigoureuse pour s'affirmer à l'époque de la Troisième République. Quelle vision vous avez sur la confrontation de l'islam moderne avec la question laïque en France? Merci. Alors, d'abord, la laïcité, c'est quoi la laïcité? Y compris la laïcité de 1905, de la confrontation. Comment? Il y a eu une confrontation qui était politique. Et qui sait qui a le pouvoir? Est-ce que l'Église a le pouvoir? Est-ce que la République, la troisième en l'occurrence, a le pouvoir? Il y a eu un conflit très fort qui venait avant, bien plus lointain, parce qu'en fait, c'était le conflit entre le roi et le pape. C'était l'église gallicane. L'église gallicane, c'était l'église soumise au roi, sous-entendu, et pas au pape. Donc il y a un vieux conflit en France entre la religion et puis le pouvoir. Il a été réglé en 1905 avec la séparation de l'église et de l'État. Donc les prêtres n'étaient plus salariés par l'église, l'État ne confirmait pas les évêques proposés par le pape, mais avec un principe, un double. C'était donc la neutralité de l'État, et puis c'était la liberté de croyance, la liberté de conscience. Tout ça s'est peu à peu normalisé, et puis la France s'est déchristianisée, et puis ça s'est accéléré. Et puis est arrivé le fait musulman. Les musulmans, au début, personne ne croyait, surtout pas les musulmans, que les enfants des immigrés musulmans allaient être musulmans. En fait, ils pensaient qu'ils étaient perdus pour la cause. Et puis, ils se sont rendus compte, à la fin des années 80, au début des années 90, qu'en fait, il y avait une sorte de revival religieux, un peu comme on le connaît aux États-Unis. Vous savez, là, c'était born again, et là, c'était vraiment les nouvelles générations. Et face à ça, le modèle laïque, il ne marchait pas très bien parce que on a vu une affirmation identitaire assez importante. On a vu des comportements qui gênaient une bonne partie de la population, un peu incarnés par le voile pour les femmes, perçu comme un instrument d'oppression, comme une inégalité fondamentale entre les hommes et les femmes, et comme je le disais au général tout à l'heure dans le podcast, barrière vers la fraternité d'une certaine manière. Et donc on a dit la laïcité. En fait, le sujet, c'est pas la laïcité. Ou alors, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé la signification de la laïcité. La laïcité, c'est devenu la promotion de l'athéisme. La promotion de l'athéisme, face à quoi? Face aux faits musulmans. Oui, et puis pour un certain nombre de personnes, aujourd'hui, elles se disent laïques, simplement parce qu'elles détestent ou parce qu'elles ont peur de l'islam. Bon, après, il y a un sujet avec, je vous dis, une minorité des musulmans, une minorité qui est une minorité importante, qui clairement fait de son identité religieuse une identité première, avec des comportements qui choquent une partie ou une majorité de la population française. Mais le phénomène majoritaire, c'est pas ça. Le phénomène majoritaire, c'est que la majorité des musulmans sont en train d'inventer une nouvelle façon d'être musulmans, qui n'est pas du tout la même que celle de leurs parents, qui est en fait assez spécifique, assez différente suivant les cas, à l'intérieur des familles,
dans le respect d'un certain nombre de règles, le respect d'un certain nombre d'interdits. Et puis tout ça, en fait, ne se voit pas, notamment parce qu'il y a beaucoup de mariages mixtes. Et puis, les enfants des mariages mixtes, en gros, ce qu'on sait, c'est que les comportements sont exactement les mêmes que les autres Français. Avec cette spécificité chez les musulmans, c'est qu'il y en a plus qui restent musulmans et qui pratiquent. Avec, par ailleurs, une norme de comportement, de pratique qui s'est diffusée et qui, elle, pour le coup, va très au-delà de ce qu'on peut qualifier d'islamiste ou d'identitaire. Par exemple, le halal, ça n'existait quasiment pas. C'est devenu une norme majoritaire. Aujourd'hui, un musulman, il mange halal. À 20 ans, il ne mangeait pas halal. La bonne partie, il ne savait pas ce que c'était. Le voile, c'est pareil. Le voile, ce n'est pas un marqueur d'islamisme. Il y a plein de femmes qui sont voilées, qui considèrent qu'en fait, ça fait partie de l'obligation religieuse. Et comme dans d'autres religions, elles sont attachées à leur religion. Elles ont une lecture assez stricte. Donc, elles portent le voile. Ça ne veut pas dire... Ouais, je ne suis pas assez près. Ouais. Ça veut pas dire que ce sont des islamistes qui rejettent les valeurs de la République, etc. Mais donc, il y a toutes ces nuances. Et le problème, c'est que, en fait, comme elles ne posent pas de problème, elles sont étudiées par personne. Et personne n'en parle. Parce que, en fait, les trains qui arrivent à l'heure, on le sait bien, ça n'intéresse pas. Mais en fait, le fait majoritaire musulman aujourd'hui en France, c'est ça. Comment vous expliquez le silence de tous ces musulmans? Je ne veux pas dire modéré parce qu'on est musulman ou on est de l'autre bord. Bon. Oui, comment vous expliquez le silence de ces musulmans majoritaires qui sont français, républicains, qui, je disais que je ne veux pas dire modérés parce que ils sont musulmans, point final, l'islam. Et pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi ils ne descendent pas dans la rue, par exemple, dans les manifestations républicaines, dans les choses comme ça? Est-ce que c'est par peur? Est-ce que... voilà. Alors, c'est une question compliquée. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Bon, d'abord, il y a un discours général de la société qui dit, aujourd'hui, aux musulmans, en gros, soyez musulmans si vous voulez, mais on ne veut pas vous voir. On ne veut pas voir le fait musulman. Et donc, il y a une forme d'injonction un peu paradoxale où, d'un côté, on dit, on ne veut pas voir le fait que vous êtes musulman, vous avez le droit de l'être, hein, mais on ne veut pas trop le voir. Et puis, venez manifester en tant que musulman. Donc, ça c'est un élément qui est important. Il y a un deuxième élément qui est que, en fait, l'islam a tellement mauvaise réputation, c'est compliqué de s'afficher comme musulman aujourd'hui. Et notamment dans les élites, il y a 17% des médecins spécialistes en France qui sont immigrés, et là-dedans, il y a les 2 tiers qui sont probablement qui viennent des pays musulmans. Ils sont musulmans ou ils ne le sont pas, ils sont croyants ou ils ne le sont pas. Ils sont de culture musulmane. Les médecins spécialistes font tourner l'hôpital public. Sans eux, en fait, tout le système de santé s'arrête en France. Et les médecins, c'est important, par ailleurs, dans le monde musulman, c'est une forme de sagesse. C'est une profession qui a un statut particulier. Très compliqué de les mobiliser, parce qu'ils disent, mais il n'y a que des coups à prendre. Si on s'affiche comme musulman, en fait, c'est stigmatisant aujourd'hui de parler en tant que musulman. Puis, il y a une autre raison, je pense, qui est qu'il n'y a pas la même tradition d'engagement des élites dans le monde arabe. Là, c'est plus le monde arabe. Et par exemple, en France, avec le système social fondé sur le christianisme. Et on peut comparer aussi avec les juifs. Chez les juifs, moi, ma mère est protestante. Et mes parents, ma mère vient d'une famille plutôt de la bourgeoisie industrielle de l'Est. J'ai vu mes grands-parents s'engager dans les œuvres.
Toujours. C'était très, très, très naturel. Dans la communauté juive aujourd'hui, quand vous avez réussi votre vie, vous avez gagné de l'argent, vous vous notabilisez, vous avez un rôle. Vous devenez président de la synagogue, par exemple. Chez les musulmans, il n'y a pas ça. Quand vous avez réussi, en fait, vous vous dites, il vaut mieux que je reste, je m'éloigne de la religion, parce qu'il n'y a que des coups à prendre, et puis aussi parce que probablement le système de solidarité, compris dans les pays d'origine, n'est pas le même. C'est un système qui est fondé beaucoup plus sur des liens personnels, interpersonnels, et il y a assez peu le sentiment, par exemple, de l'intérêt général. L'intérêt général, il va être lié à l'intérêt de la communauté citadine, de la communauté villageoise, de la communauté... Ouais. Donc, d'une certaine manière, il y a une autre tradition d'engagement. Et puis enfin, et moi j'ai essayé de mobiliser beaucoup, je pense, alors ça va pas plaire à ça, je pense qu'il y a un problème de conscience politique, et je pense qu'il y a un problème même de maturité politique. Parce que tout simplement, s'engager, dire pas en notre nom, en fait c'est l'intérêt des musulmans. Et ils disent souvent, mais pourquoi on n'est pas coupable, on n'est pas responsable, on est d'ailleurs plutôt victime, à la fois parce qu'il y a beaucoup plus de musulmans victimes du terrorisme islamiste que de non-musulmans, et puis parce que l'image des musulmans est considérablement altérée, a été considérablement altérée par la vague terroriste, par exemple en France. Mais en fait, se dire que c'est leur intérêt, l'intérêt de leurs enfants, presque parce que si on les voit plus mobilisés, le grand public qui ne connaît pas l'islam et qui n'a pas particulièrement de raison de connaître l'islam et les musulmans va comprendre que les terroristes ne représentent pas les musulmans. Bon, ça, je pense que les gens le comprennent. Mais les islamistes, les radicaux, les intégristes, etc., c'est aussi qu'une petite minorité. Mais si la majorité ne se voit pas, le public, il voit ce qu'il voit et il entend ce qu'il entend. Et moi, je pense que c'est vraiment un problème de maturité politique. Et alors, les gens vont dire c'est à cause de la colonisation, etc. Moi, je réponds que les gens qui ont pensé la décolonisation, ils ont aussi pensé pourquoi ils avaient été colonisés. Et là, il y a vraiment un travail à faire chez les musulmans, d'abord pour construire des organisations, parce que contrairement à ce qu'on croit, il n'y a aucune organisation, il n'y a pas de communauté musulmane. Et ensuite, il faut qu'ils s'engagent pour combattre l'extrémisme comme n'importe qui, enfin n'importe quel groupe social. Donc moi, je suis d'accord avec vous. Oui. Bonsoir. Je suis là. Bonsoir. Considérant que le Coran soit donc une constitution, peut-on considérer, penser, déduire que la poussée de l'islamisme puisse résulter de l'État défaillant et au surplus déchristianisé? Alors, le Coran et notre constitution, ça c'est le slogan des frères musulmans. C'est pas la règle de vie des musulmans, au sens où on entend constitution. La constitution, c'est quoi? C'est le mode d'emploi de la vie en commun, de la vie politique. Donc, c'est aussi très important. Il ne faut pas croire que ceux qui parlent le plus fort disent la vérité. Les musulmans de France ne croient pas que le Coran est leur constitution, au sens où la constitution de la République, c'est la constitution de 1958. Voilà. C'est peut-être le cas d'une petite minorité. Ensuite, est-ce que le succès de l'islam identitaire, on va l'appeler comme ça, vient de la déchristianisation ou des interrogations un peu globales qu'il y a dans la société française après la déchristianisation? Parce qu'après tout, en quoi on croit aujourd'hui? Quand on est français, quand on est athée, en quoi on croit? Il y a eu une réponse. On croit aux droits de l'homme. On croit en l'individu. On croit en la liberté. Tout ça, ça vient des Lumières. La Lumière, c'était l'émancipation de la religion. C'était l'homme est la mesure de toute chose. Et c'était l'idée, on va construire un destin indépendamment des contraintes sociales. Donc il y a eu toute cette dynamique d'émancipation. D'une certaine manière, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on arrive un peu aux limites. La demande d'ordre dont je parle pour les jeunes musulmans ou pour les jeunes chrétiens, elle est aussi dans la société. La demande d'ordre, c'est aussi parce que d'une certaine manière, il y a trop de liberté. Il y a ce sentiment qu'il n'y a plus de règles. Il y a ce sentiment qu'il n'y a plus de cadre.
il y a ce sentiment, notamment chez les jeunes, qu'il y a des influences qui viennent de partout, les réseaux sociaux, on en parle à chaque fois qu'il y a un fait divers sanglant. Et on se dit, avant, c'était mieux, parce qu'avant, il y avait un cadre. Avant, il y avait un cadre, mais avant, on considérait que ce cadre, par exemple, quand il était religieux, bah, on avait dû le détruire pour devenir libre, parce que l'Église organisait, embrigadait, empêchait de penser, dictait les comportements, etc. Donc en fait, on cherche, à l'évidence, on cherche, et la demande d'ordre, elle vient aussi d'une certaine manière de cette peur de la liberté, mais en fait, c'est très lié. Et d'une certaine manière, les jeunes musulmans, enfin, ils ont cette question-là en double, parce qu'ils ont la question de l'identité, parce qu'il y a ce sujet, le lien avec la tradition d'origine, qui est encore plus remis en cause, et d'une certaine manière, encore plus vite. Merci. Moi, j'écoute tout ça et je suis très tolérant a priori, mais j'ai voulu lire le Coran. J'avoue que j'ai eu du mal parce que c'est long. C'est souvent très répétitif. Alors, comme je ne lis pas en arabe, on m'a dit que c'était un très beau poème, etc. Mais moi, ce qui m'a frappé quand même, je comprends effectivement que beaucoup de musulmans aujourd'hui ne posent aucun problème, se sont intégrés et acceptent la Constitution de 58 en priorité, mais dès les premières sourates, celle de la vache et la suivante, c'est clairement dit que les mécréants et les religions associées, c'est-à-dire ceux qui donnent une trinité, donc, ce qui est déjà une injure pour un Dieu qui n'a pas besoin d'avoir un fils puis un esprit qui viendrait en plus indépendant, pour eux ça les choque, je peux le comprendre. Mais quelque part, que ça s'appelle Allah, que ça s'appelle Jéhovah, que ça s'appelle Tartampion ou Dieu que vous voulez, les croyances sont tout à fait respectables, mais les religions ont toujours été dangereuses. Et le grand drame du Coran, c'est quelque part, moi je l'ai acheté à la Fnac tout simplement, je me dis mais on devrait tous le lire. J'ai eu du mal à trouver les mots amour, etc. dedans. Par contre, les mots que j'ai vus répétés au moins une fois ou deux par sourate pratiquement, notamment dans la première partie, c'est vrai, c'est toujours châtiment, châtiment avilissant, punition, telle tribu. Ça n'arrête pas d'être... On parle de haine tout le temps, quoi. Ça n'est pas fédérateur. Le problème, on a la même chose dans le Deutéronome, etc. Je suis bien d'accord. Bon, le Deutéronome, il a plusieurs milliers d'années, même avant Jésus-Christ. En plus, la Bible, l'Ancien Testament, a été écrit par plus de 50 personnes différentes, est allé sur 2 ou 3 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a eu heureusement un Nouveau Testament qui était un message d'amour. Après, on peut être pratiquant ou pas, mais avoir une certaine morale, une certaine éthique vis-à-vis de l'ensemble des gens. Et c'est ça qui manque aujourd'hui dans nos repères. Mais les religions peuvent être dangereuses. On l'a bien vu, les guerres de religion, on l'avait évoqué à juste titre, mais on l'a quand même dépassé depuis la fin du XVIe siècle. Le problème, c'est que le Coran, son grand argument marketing, excusez-moi d'employer ce mot-là, c'est qu'il se prétend incréé ou qu'il l'est, parce que j'étais pas là pour assister quand Mohamed a vu l'Ange Gabriel en personne, il était tout seul. Et qu'en plus le Coran a été écrit, la version qu'on connaît, une des versions n'apparaît que deux générations après. Donc c'est comme la Bible, il y a eu X manipulations, toujours pour valoriser les choses. Et je me rappelle, la Bible avait le même problème. J'avais fait venir, moi, dans mon association, le père qui gérait la cathédrale à l'époque de Toulon, le père Alexivier, et qui avait étudié 9 ans, qui a fait des exégèses au Vatican, dans la bibliothèque. La Bible est-elle un récit fiable? La Bible est-elle un récit fiable? Il a démarré sa conférence en disant, mais pas du tout. Bien entendu que non. Mais on a retenu parmi les 200-300 versions qu'on a choisies, ce qui était le plus signifiant pour apporter une certaine morale, une certaine éthique, un certain comportement. C'est ça qui est important. Et le problème du Coran, c'est qu'il ne peut pas se remettre en cause. Déjà, l'Église a toujours au moins 50, 60 ans de retard sur les évolutions de la société, on le voit bien, mais elle est structurée. Mais le Coran, c'est compliqué, parce qu'il n'y a effectivement pas de hiérarchie, que chacun peut faire un peu comme il veut. Tout le monde peut s'autoproclamer imam et diffuser. Alors, moi, je ne suis pas théologien. Encore une fois, j'entends ce que vous dites. Hein. Lisez l'Ancien Testament et regardez la violence qu'il y a, l'amour qu'il y a. Le sujet des textes religieux, c'est ce qu'on en fait. Le Coran, la tradition musulmane, c'est une tradition d'interprétation. Donc il y a plein d'écoles d'interprétation. Il y a eu, c'est vrai, et ça me semble être plus important,
un moment où, pour des raisons politiques, parce que tout ça n'est que politique et pas du tout religieux, on a dit on arrête l'interprétation. Et puis il y a eu un certain nombre de siècles où, à partir du 14e, 15e siècle, où la civilisation musulmane qui était florissante a commencé à décliner, notamment sur le plan intellectuel. Moi, je pense que c'est ça qu'on paye beaucoup plus que tel ou tel verset du Coran, parce que vous pouvez faire une lecture A et vous pouvez faire la lecture totalement inverse, suivant l'angle que vous avez envie de choisir quand vous lisez le Coran. Donc, comment dire, des caractéristiques de la lecture identitaire, c'est que c'est une lecture littéraliste. Et donc, il faut éviter la lecture littéraliste. C'est pour ça que pour moi, l'islam, c'est surtout ce qu'en font les musulmans. Après, il y a des théologiens dont le boulot est de faire de l'interprétation. Et je pense que c'est très bien que tout le monde lise les textes religieux par ailleurs. Mais ils sont compliqués parce qu'il faut les remettre dans leur contexte historique. Pour revenir un peu sur votre exposé, vous dites les imams ont perdu le pouvoir. Le pouvoir, c'est dans les réseaux et les influenceurs sont à Dubaï. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de former les influenceurs sur une charte? Qu'est-ce que c'est la façon de vivre à la française, avec ses valeurs, avec ses espérances pour l'avenir et tout ça? Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a la mode est aux commissions d'enquête parlementaires à l'Assemblée nationale, parce que comme il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus de majorité, ils font des commissions d'enquête. Il y en a une en ce moment sur TikTok. Et ils ont fait venir des influenceurs qui d'ailleurs, en général, ne sont pas venus, mais étaient à leur place, c'est-à-dire derrière un écran. Ce que vous dites là, c'est valable peut-être pour les musulmans, mais c'est valable pour tout le monde. Parce que ces influenceurs-là, ils ont une vision du monde, un système de valeurs, un système de normalisation des comportements qui est franchement pas très en tout cas ça dépend de l'heure qu'on a, mais ça fait pas rêver. Mais personne va leur dire voilà ce que vous devez penser, voilà ce que vous devez dire. Ça c'est le problème des démocraties en fait, parce qu'il y a des États dans le monde arabe, par exemple dans le Golfe, il y a des dirigeants qui disent aux dirigeants européens vous êtes fous, pourquoi vous laissez ces musulmans, tous ces islamistes en liberté? Vous n'avez qu'à faire comme nous. Chez nous, c'est soit en prison, soit une balle dans la tête, soit des camps de rééducation. Et à la première vidéo légèrement critique, ou pas exactement dans la ligne, c'est en prison. Et si vous faites ça, d'abord, vous n'êtes plus dans un système de liberté. Et puis, vous allez le faire pour les musulmans, mais en fait, vous allez le faire pour tout le monde. Et tous ceux qui aujourd'hui appellent à priver les musulmans de liberté ou les musulmanes de liberté, on veut interdire le voile à 15 ans. Avant, on interdisait les signes religieux de tout le monde. Là, maintenant, c'est un signe religieux. On va le dire parce que c'est pas conforme au système de valeurs. Et demain, moi, je vais vous dire, les gars d'extrême gauche, c'est pas conforme au système de valeurs de la République. Puis d'ailleurs, les gars d'extrême droite non plus, mais d'ailleurs, on va les interdire. On va interdire les partis et les gens qui disent pas ce qu'on a envie d'entendre. Donc, ça, c'est la grande difficulté des démocraties, face à la fois des idéologies alternatives, mais face aussi à la puissance des réseaux sociaux, parce qu'avant, c'est Umberto Eco qui disait ça, avant un prix Nobel, en fait, tout le monde l'écoutait, et puis aujourd'hui, un prix Nobel, il a autant de parts de voix qu'un influenceur TikTok, et en fait non, parce que l'influenceur TikTok, il en a beaucoup plus. Et le débat politique, le débat le débat social, il se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui est vrai pour les musulmans, en fait, c'est vrai pour tout le monde. Ça pose des questions qui sont fondamentales pour l'avenir des démocraties. Parce que c'est toujours celui qui parle le plus fort qui va gagner.
problème des centristes. Et puis en plus, vous le savez bien, tout le monde vit dans des bulles. C'est-à-dire qu'en fait, on suit des gens qui pensent comme vous. Et en fait, tout ça contribue à la radicalisation. Il y a des gens, on les appelle les ingénieurs du chaos, qui font ça extrêmement bien, avec beaucoup de maîtrise technique. Et puis tout ça accélère, ça ne la crée pas, mais ça accélère la polarisation. Et donc, on n'arrive plus à se parler. Des paroles modérées qui disent la complexité du monde, qui disent non plus de voix au chapitre. On n'a plus que la démagogie. Et puis, regardez, on a le système politique actuel en France où on n'est plus capable de prendre des décisions. Et on repousse les problèmes. Bon, merci. Non, juste un mot pour dire que ce sujet est un sujet compliqué, on le savait. Ça fait deux conférences qu'on a sur le sujet avec des angles très différents et des approches d'ailleurs qui sont méthodologiques complètement différentes sur le sujet de l'islam. C'est un sujet compliqué parce que c'est un sujet français, avec notre histoire, l'histoire de la France vis-à-vis de la religion en général, la construction de la République, de la laïcité, etc. L'histoire de la France, l'histoire de l'immigration, l'histoire du colonialisme, du décolonialisme. Il y a plein de choses qui rentrent dans cette histoire. Donc c'est une histoire française, mais c'est aussi une histoire géopolitique. Il y a des rapports de force. Vous avez parlé de la Turquie. Il y a le Qatar, il y a l'Arabie Saoudite. Il y a des gens qui jouent de la puissance culturelle et d'influence qu'ils ont. C'est aussi une histoire un peu plus globale, philosophique presque. On vit une période où on sent bien qu'après une forme de convergence généralisée portée par plein de choses, notamment Internet et puis la suprématie occidentale, on est dans une phase de rupture, de fragmentation, où les gens, avec un fait identitaire partout, dans le monde entier, un fait identitaire qui devient extrêmement fort, le retour des nations, le retour du fait national, le retour du nationalisme aussi, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais le retour et tout ça se percute. Mais au final, c'est notre vie, et c'est notre société, et c'est notre monde. Donc, il faut bien analyser et essayer d'y voir un peu clair. Mais je pense que c'est bien d'accepter que c'est compliqué. Vous l'avez, je pense, bien illustré. Et il faut accepter de réfléchir, d'écouter, d'analyser, de penser, de débattre, d'écouter des sons de cloche différents. Et c'est ce qu'on fait à la FMES. Et je pense que c'est essentiel pour comprendre, comme l'avait déjà dit, la complexité du monde. Et après, dans ses nuances. Sinon, on va faire des bêtises. Et ça va nous revenir dans la figure, c'est sûr. En France, en Europe, au Maghreb et au Moyen-Orient et dans le monde en général. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette analyse. Merci à vous tous d'être présents d'être venus pour cette dernière conférence. Je vous souhaite un bon été. Rendez-vous en septembre. Je ne sais pas quel est le thème. J'ai oublié le thème de septembre, mais vous l'aurez sur notre site. N'hésitez pas à nous suivre sur nos sites et rendez-vous en septembre. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.